Bonjour à tous, merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, on peut interrompre la présentation si vous avez des questions. Manifestez-vous, je ne vous vois pas bien avec les projecteurs, mais Aurélia va vous voir. Et je vais aussi vous poser un certain nombre de questions. Alors, il n'y a pas de système de votation sur les téléphones, mais vous pourrez lever la main pour répondre et sinon réfléchir aux réponses. Et ensuite, on va discuter des réponses et du pourquoi. Alors, petit problème technique. Voilà. Donc, je n'ai pas de lien d'intérêt en lien avec cette présentation. Donc, la première chose à dire et à retenir de cette session, c'est que l'écran du ventilateur, c'est un véritable outil de monitorage pour nos patients ventilés. Et on doit le regarder, il peut nous apprendre beaucoup de choses et nous aider à guider les thérapeutiques. Donc, la plupart des écrans de ventilateurs, comme vous le savez, affichent 3 courbes. La pression en fonction du temps, qui est en jaune ici, le débit en fonction du temps et le volume courant en fonction du temps, avec un lien direct entre la courbe de débit en vert et la courbe de volume en bleu, puisque l'air sous la courbe du débit inspiratoire va nous donner le volume courant. Cet écran de ventilateur, mis à part ces 3 courbes, il nous rappelle quels paramètres on a réglés, quel mode on utilise, et puis il nous donne un certain nombre de paramètres de monitorage qui ne sont pas directement réglés par nos soins, mais qui dépendent de la situation, du patient lui-même, et notamment de sa mécanique respiratoire, et aussi de l'évolution au cours du temps de cette mécanique respiratoire. Et puis il y a les alarmes qui vont nous signaler qu'il se passe quelque chose en fonction de ce qu'on a pré-réglé comme valeur que l'on considère comme normale ou acceptable. Donc le réglage des alarmes, vous le savez, on décide à quel point on veut des alarmes serrées ou non. Il faut évidemment qu'elles soient suffisamment serrées pour qu'on puisse repérer les événements importants, mais il ne faut pas non plus trop les serrer pour éviter qu'elles sonnent à mauvais escient, créent une sorte de bruit ou de pollution sonore, qu'on ne fasse plus attention à un certain moment aux alarmes et puis aussi qu'on dérange notre patient. Sur nos courbes de ventilateur, sur notre écran, on peut déjà distinguer 2 phases au cycle ventilatoire, comme en physiologie. On a l'inspiration qui est la phase active en ventilation mécanique. Pendant cette phase, l'aspect des courbes nous permet de caractériser le mode qu'on utilise. Par exemple ici, sur la diapositive de droite, vous voyez qu'on a une ventilation en volume, on a un débit qui est constant, qu'on a réglé, on se souvient que débit et volume sont reliés de façon directe, et on a une courbe qui va nous renseigner sur l'état de la mécanique respiratoire du patient, qui est la courbe de pression. À l'opposé, dans les modes en pression, ici on a une situation en pression contrôlée, en regardant la courbe, au premier coup d'œil, on voit que c'est bien la pression qui est délivrée de façon constante au cours de la phase active de l'inspiration. Le débit, lui, est la variable dépendante de la mécanique respiratoire du patient, et le débit dans les modes en pression va avoir un aspect dit décélérant. La phase expiratoire, c'est la phase passive. En principe, sauf situation pathologique, il n'y a pas d'activation des muscles expiratoires. On a une expiration qui va simplement se faire en fonction de la résistance des voies aériennes, et on va avoir un aspect similaire de la courbe de débit, quel que soit le mode ventilatoire, avec une décroissance physiologiquement exponentielle qui va revenir à 0 avant le début de l'inspiration suivante. Donc déjà, au premier coup d'œil, quand on voit un écran de ventilateur, quand on rentre d'une chambre de patient, on peut dire quel type de mode il reçoit et si le patient est en situation passive où il ne respire pas ou active avec une ventilation assistée parce qu'il déclenche chaque cycle du respirateur.
Voilà une première question. Des courbes. Une courbe de débit expiratoire, qui est celle qui m'intéresse tout particulièrement ici, et une question qui est: que se passe-t-il? Quel est le problème? On a un patient qui est surassisté. B, on a une fuite au niveau du ballonnet, du tube endotrachéal. C, on a une rétention gazeuse dynamique. Je vous laisse réfléchir un tout petit moment. Je vous ai donné un indice en disant que c'était la courbe de débit qu'on regardait ici. Et effectivement, vous voyez que ma courbe de débit, elle est anormale. On est dans une situation de rétention gazeuse dynamique. Et qu'est-ce qui est anormal sur cette courbe de débit? C'est son retour ou son absence de retour à zéro à la fin de l'expiration ou au début de l'inspiration suivante. Donc cet non-retour à zéro ici signe qu'il y a une persistance de débit expiratoire au début de l'inspiration suivante, qui a donc encore une pression plus grande dans l'alvéole que dans l'air ambiant, et donc de l'air qui tend à sortir de l'alvéole vers l'air ambiant. Et si vous regardez bien la courbe, vous voyez que la forme de la courbe de débit est aussi pas normale. Au lieu d'avoir une diminution exponentielle régulière, c'est comme si elle se cassait ici, cette courbe de débit expiratoire. Et ça, c'est typiquement ce qu'on va voir dans les situations de patients obstructifs avec un ralentissement du débit expiratoire lié à une augmentation de résistance. Dans tous les modes, quels qu'ils soient, ce non-retour à zéro de la courbe de débit expiratoire au début de l'inspiration suivante signe une rétention gazeuse. Maintenant, ça ne permet pas, au premier coup d'œil, dans la vision dynamique, de quantifier l'importance de cette rétention gazeuse. Pour pouvoir quantifier, il faut mesurer, comme souvent. Pour mesurer, il faut pouvoir aller mesurer qu'est-ce qu'il y a comme pression résiduelle dans l'alvéole en fin d'expiration. Et pour faire cela, techniquement, il va falloir réaliser une occlusion téléexpiratoire, qu'on appelle des fois une pause, qui va permettre de mesurer la pression dans l'alvéole au moment de la pause. Et ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on le fait souvent, et souvent, en fait, on ne sait pas vraiment pourquoi, quand on fait une occlusion, on mesure la pression dans l'alvéole. Et bien, en fait, c'est simplement parce que le fait de faire une occlusion va permettre d'équilibrer les pressions d'un bout à l'autre du tuyau. Si on s'imagine l'occlusion dans un tuyau où de l'eau coule, le fait de boucher le tuyau va faire qu'on aura la même pression tout au long du tuyau. En faisant une occlusion sur nos respirateurs, c'est la même chose. En faisant une occlusion au niveau des voies aériennes, là où le ventilateur fait les mesures de pression, on va en fait générer une équilibration des pressions entre les voies aériennes et l'autre bout du système, c'est-à-dire l'alvéole. Donc, durant l'occlusion, on va être capable de mesurer la pression qu'il y a dans l'alvéole avec un capteur de débit qui est dans les tubulures du ventilateur ou à leur sortie. Et c'est ça l'artifice qu'on va utiliser pour mesurer les pressions téléexpiratoires dans l'alvéole et aussi téléinspiratoires, la fameuse pression de plateau. On va y venir tout à l'heure. Et si on revient à l'occlusion téléexpiratoire, donc elle va nous permettre de quantifier cette rétention gazeuse dynamique. Vous avez ici une illustration graphique de ce qui se passe quand on fait l'occlusion. Donc on occlue ici, on revient à zéro, il n'y a plus de débit, le système est fermé. Et vous voyez qu'en présence d'une rétention gazeuse dynamique, on voit une augmentation de la pression. Parce qu'on mesure à ce moment-là la pression liée à l'air qui a été trappé, retenu dans l'alvéole, parce que simplement l'expiration était incomplète. Et pour quantifier l'importance de la rétention gazeuse, on obtient, en faisant cette occlusion téléexpiratoire, ce qu'on appelle la PEP totale, qui est égale à la PEP qu'on a réglée, la pression expiratoire durant la pression continue positive durant l'expiration, plus la PEP générée par le volume trappé, qui est la PEP intrinsèque. Donc ce qu'on mesure en faisant la pause téléexpiratoire, c'est bien la PEP totale, somme de ce qu'on a réglé et de ce qui est lié à l'air trapping dynamique.
Alors maintenant, techniquement, pour avoir une mesure fiable d'occlusion télé-expiratoire, il ne faut pas que le patient respire exactement au même moment. Parce que si le patient respire au moment de l'occlusion télé-expiratoire, ses muscles respiratoires vont générer une pression négative et la valeur mesurée d'AutoPEP sera incorrecte. Donc il faut que les patients soient suffisamment sédatés pour avoir des mesures fiables de façon prolongée de l'AutoPEP. Ce n'est pas absolument vrai ça, parce qu'il y a des techniques décrites maintenant pour mesurer de l'AutoPEP chez le patient en respiration spontanée, mais ça reste encore difficile à faire au lit du patient parce qu'il faut une résolution très courte, puisqu'il faut prendre le tout début de l'occlusion, et sur les courbes à l'écran, c'est franchement difficile. Donc pour l'instant, on peut retenir que la valeur de PEP total fiable nécessite que le patient ne respire pas durant la manœuvre. Une courbe de ventilateur, du volume assisté contrôlé. Alors, si on décortique cette courbe de volume assisté contrôlé, donc on a les mêmes courbes que tout à l'heure, la pression en fonction du temps en jaune, le débit en fonction du temps en vert et le volume en fonction du temps en bleu. On reconnaît la phase inspiratoire entre les lignes rouges ici et la phase expiratoire. Dans la phase inspiratoire, sur cette courbe, on peut distinguer deux parties. Une partie qui est l'insufflation, durant laquelle il y a un débit qui est délivré, et une partie durant laquelle il n'y a plus de débit qui est délivré. Vous voyez ici que le débit est à 0, et cette partie est associée ici avec un plateau. Ça, c'est quoi? Ça, c'est une occlusion télé-inspiratoire. En faisant une occlusion du système, on coupe le débit administré et on mesure la pression, ou en tout cas l'estimation de la pression dans les alvéoles. Pourquoi je dis l'estimation? Parce que pour avoir une vraie valeur de pression dans les alvéoles en fin d'inspiration, il faut être à l'équilibre, et l'équilibre correspond à 3 constantes de temps, qui est 3 fois la résistance fois la compliance. C'est de l'ordre de grandeur de 4 à 5 secondes. Donc pour avoir vraiment une valeur très fiable de ce qu'il y a dans l'alvéole, il faudrait une longue pause, comme on réalise manuellement sur nos ventilateurs quand on mesure la pression de plateau. Donc la valeur qu'on a ici de pression de plateau, elle reflète partiellement la pression dans l'alvéole, mais en tout cas, elle est toujours plus haute que la vraie pression de plateau, la valeur dynamique. Donc à but de monitorage, c'est extrêmement intéressant, puisque au pire, on la surestime. Si on vise moins de 28 d'une valeur surestimée, en tout cas, la vraie valeur sera en dessous de 28. Donc ça reste intéressant, dans le mode en volume assisté contrôlé, de régler par défaut une pause télé-inspiratoire pour avoir un monitorage un peu online comme ça de ce qui se passe sur la mécanique ventilatoire. On va voir sur les exemples suivants que ça peut être extrêmement utile. Si on regarde la courbe de débit, donc on a dit que le débit insufflé est classiquement réglé comme constant en VAC, que durant la pause, il n'y a pas de débit, on est occlu, et puis ici, on reconnaît la courbe de débit expiratoire qui a son aspect exponentiel, comme on l'a vu tout à l'heure. Et si on regarde la courbe de pression, au-delà de la forme qu'on a déjà décrite, on voit qu'on reconnaît une pression de crête, ici, une pression de plateau, ici. Alors dynamique, comme on a dit, c'est une estimation de la valeur statique. Et puis ici, la pression durant l'expiration, qui est la PEP. En l'occurrence, la PEP réglée, ici. Cette pression de plateau, pression alvéolaire de fin d'inspiration, en occlusion, nous intéresse beaucoup puisque c'est un des déterminants du barotrauma. C'est ce qu'on va monitorer au quotidien pour être en situation sécuritaire en termes de barotrauma liés à la ventilation, avec une cible en dessous de 28, grand maximum 30. Que se passe-t-il ici? Donc vous reconnaissez à gauche, ici, une courbe typique de VAC avec une pause télé-inspiratoire et un plateau. Et à droite, que se passe-t-il? A, quelqu'un a changé le mode. B, le patient respire de façon intense, ce
qu'il ne faisait pas avant. Il y a une asynchronie patient-ventilateur au sens décalage entre le temps inspiratoire du patient et le temps de pressurisation du ventilateur. Je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. C'est des courbes qu'on voit souvent, ça, au lit du patient. Et qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il y a un patient qui respire en vac, qui respire de façon intense et qui tire avec ses muscles respiratoires qui vont s'opposer à la pression positive administrée par le ventilateur. Vous vous souvenez que toute l'assistance ventilatoire qu'on délivre, c'est de la ventilation en pression positive, alors que le patient, lui, de façon spontanée, il respire en pression négative. Nous, ou notre patient sans l'assistance respiratoire, quand il respire, il active ses muscles respiratoires. Les muscles respiratoires, ils abaissent le diaphragme. Ça génère une dépression au niveau de la plèvre et de l'alvéole, et ça va permettre le passage de l'air ambiant vers l'alvéole. Donc la ventilation spontanée est en pression négative. La ventilation assistée qu'on délivre est en pression positive, donc on pousse de l'air dans le système. Et qu'est-ce qui se passe ici ? Il se passe ce qu'on appelle une asynchronie de débit, en anglais flow asynchrony, liée à un effort patient intense. On va rencontrer ça quand il y a une demande inspiratoire élevée, un drive respiratoire élevé, ou parfois quand on a un débit inspiratoire qui est trop bas, parce que le patient va essayer d'avoir plus, donc il va tirer de façon importante. Et si on regarde à quoi ça ressemble en essayant de symboliser la contribution du ventilateur et du patient sur les courbes de pression, donc à gauche ici, vous avez la situation d'un patient passif en vac, c'est comme la partie gauche de ma diapositive précédente, et à droite, vous avez deux situations différentes, avec un effort intense ici et un effort très intense tout à droite. Vous voyez que là, pendant l'effort intense, ça déforme un petit peu la courbe de pression. Ici, pendant l'effort très intense, ça déforme beaucoup la courbe de pression. Et j'ai dessiné ici la contribution de la pression musculaire inspiratoire générée par le patient. Et vous imaginez bien ici, en vert, c'est approximatif, hein, ce n'est pas des mesures réelles, que le patient, lui, y tire, ça déforme un petit peu la courbe. Si le patient tire plus, donc de la pression musculaire générée est plus importante, ça déforme plus la courbe. Donc ces images qu'on a vues sur la diapositive précédente, c'est une déformation de la courbe de pression résultant de la pression liée à l'effort patient négative et de la pression positive de l'assistance. Ce n'est pas forcément un problème à régler tout de suite, mais ça traduit généralement que le patient est peu confortable, qu'il a une commande respiratoire élevée, donc il va falloir comprendre pourquoi, régler les problèmes réglables en termes de commande respiratoire élevée, peut-être qu'il a mal, peut-être qu'il est anxieux, peut-être qu'il faut l'aspirer, etc. Et puis peut-être songer à passer à un autre mode ventilatoire où on aura un débit du début de l'inspiration plus grand, et peut-être que c'est le moment de le passer en aide. Mais ce n'est pas en tant que tel forcément quelque chose de dangereux, mais ça signe une problématique qu'il va falloir comprendre et essayer d'améliorer. Parfois, simplement changer le débit inspiratoire en passant à un débit inspiratoire plus proche de 60 litres minute, en restant en vac, permet aussi d'améliorer la situation. Voilà une autre courbe de vac. Que se passe-t-il ? Il y a une augmentation de résistance des voies aériennes. Il y a une diminution de compliance thoraco-pulmonaire, où il y a une fuite du ballonnet. Donc, avant de répondre, je vous invite à regarder ce qui se passe sur mon écran de ventilateur. Et vous voyez qu'il se passe deux choses. Il y a une pression de crête qui a augmenté, beaucoup plus haute ici, sur le 3e cycle, qu'ici. Et puis, il y a une différence entre la pression de crête et la pression de plateau, ce qu'on appelle la pression résistive, qui a également augmenté. Vous voyez que ma flèche bleue ici est beaucoup plus grande que ma flèche bleue ici. Donc, augmentation de la pression de crête et augmentation de la pression résistive, ça signe une augmentation de résistance dans les voies aériennes. Et ça, au premier coup d'œil, sur votre ventilateur, quand vous voyez la pression de crête monter, c'est une réflexion à avoir. Est-ce que c'est que la pression de crête qui est montée, j'ai un problème de résistance, ou est-ce que c'est l'ensemble des pressions qui ont augmenté,
j'ai un autre problème. On va en discuter plus avant tout à l'heure. Donc dans cette situation-là, c'est la pression de crête qui a augmenté, la pression de plateau est restée stable, la pression résistive a augmenté. Et ça peut être dû à quoi? L'augmentation de résistance, ça peut être dû à un bronchospasme, par exemple une récidive de crise d'asthme chez un patient asthmatique intubé. Ça peut être une obstruction partielle du tube endotrachéal par des sécrétions, ou des sécrétions très proximales dans les voies aériennes. Donc, une fois qu'on a identifié le problème, cette augmentation de la résistance des voies aériennes, il faut réfléchir au diagnostic différentiel et au traitement de chacun des diagnostics différentiels. Voilà une autre situation. Toujours une courbe de Vac. Qu'est-ce qui se passe au 3e et 4e cycle sur cette courbe? Augmentation de résistance, diminution de compliance thoraco-pulmonaire ou fuite du ballonnet. Vous voyez que la situation elle est différente de la précédente. Cette fois, on a une augmentation de toutes les pressions. Une augmentation de la pression de plateau et une augmentation de la pression de crête, avec une différence entre pression de crête et pression de plateau qui est restée identique. Ça signe une diminution de compliance thoraco-pulmonaire. La compliance a baissé, la pression de plateau monte et en conséquence, la pression de crête monte également. À quoi est-ce que ça peut être dû, ça? Une baisse de compliance thoraco-pulmonaire. Ça peut être dû à une atelectasie importante, lobaire, à un pneumothorax, à une intubation sélective. Alors, pour une arrivée brusque comme ça, c'est généralement ces causes-là. Maintenant, si c'est une augmentation progressive, on pourrait ajouter l'épanchement pleural, un ARDS qui évolue, etc. Mais l'intérêt principal du monitorage des courbes en dynamique, c'est de voir ce qui se passe de façon très instantanée. Vous n'allez pas voir ça dans l'évolution d'un ARDS. Le passage de la courbe 2 à la courbe 3, c'est lié à une diminution de compliance au moment donné, pas de façon progressive. Donc il y a deux niveaux de monitoring de la mécanique. Il y a le monitoring de la mécanique au cours du temps, une fois par jour, qui nous signe l'évolution du patient. Ça, ce n'est pas en regardant les courbes du ventilateur qu'on va avoir cette information, c'est en faisant des mesures statiques. Et il y a qu'est-ce qui se passe en instantané en termes de mécanique. Et ce qui se passe en instantané, c'est vraiment en regardant l'écran de notre ventilateur qu'on va avoir immédiatement la réponse. Pour quantifier, il va falloir faire les calculs de compliance et de résistance. Mais pour savoir, comprendre et réagir en fonction du diagnostic différentiel, simplement l'observation va nous suffire. Donc en VAC, pour résumer ces histoires de mécanique, on se souvient qu'on règle le débit. Il est constant ici sur l'exemple. La pression, elle est mesurée, elle dépend de la mécanique. Du coup, la courbe de pression renseigne sur cette mécanique et son évolution dans le temps. Et tout ça, c'est lié à l'équation du mouvement du système respiratoire. Équation du mouvement du système respiratoire qui dit qu'en tout temps, la pression dans les voies aériennes est égale au débit fois la résistance, plus le volume fois 1 sur la compliance, plus la PEP totale. Dérivé de cette formule générale de mécanique respiratoire, on va pouvoir dériver les formules de calcul de la résistance et de la compliance. Donc j'y viens, même courbe, pression en fonction du temps, un plateau, débit nul et le débit en fonction du temps. Les pressions qu'on a identifiées sur les dias précédentes, la pression résistive qui reflète la résistance, différence entre P crête et P plateau, et la pression élastique, condition statique, P plateau moins PIP total qui reflète la compliance. Et pour faire les calculs, si on veut faire les calculs, on a la résistance qui est égale à la P crête moins la pression de plateau, divisée par le débit inspiratoire. La compliance, quant à elle, est égale au volume courant, divisé par la pression de plateau moins la PEP totale. Donc ça, pour
mesurer formellement, il va falloir faire des vraies pauses téléinspiratoires et téléexpiratoires pour être à l'équilibre et ensuite avoir des valeurs fiables pour faire des calculs et avoir la comparaison jour après jour, par exemple. Une autre diapositive, une autre problématique. Peut-être pas tellement une autre d'ailleurs. Que se passe-t-il ici? Il y a une augmentation de résistance dans les voies aériennes. Il y a une diminution de compliance thoraco-pulmonaire. Il y a soit une augmentation de résistance dans les voies aériennes, soit une diminution de compliance thoraco-pulmonaire, ou peut-être même il y a les deux en même temps, une augmentation de résistance des voies aériennes et une diminution de compliance thoraco-pulmonaire, ou bien alors il y a une fuite dans le circuit. Peut-être on va faire le petit exercice de lever la main pour savoir qui pense que c'est A, qui pense que c'est B, C et D. Il n'y a pas beaucoup de risque de se tromper en fait. Alors, qui pense que c'est A et que A? Qui pense que c'est B? Qui pense que c'est C? L'un ou l'autre ou les deux? Et qui pense que c'est D? D'accord. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, il y a peut-être plusieurs réponses, probablement d'ailleurs. Et ce qui se passe, si d'abord on commente uniquement la diapositive, ici, on voit que les volumes ne passent plus. D'ailleurs, le volume courant expiré est de 37 millilitres. Et on voit qu'on n'arrive plus à délivrer le débit au cours de l'inspiration. Pourquoi? Parce qu'on a atteint l'alarme de pression. Et nos ventilateurs, et l'immense majorité des ventilateurs disponibles sur le marché, ont une sécurité. C'est-à-dire qu'en VAC, quand on a atteint l'alarme de pression, le système il arrête de pressuriser pour éviter tout risque de barotrauma, vu qu'on ne règle pas directement la pression. Mais l'inconvénient de ça, c'est qu'il n'y a plus de débit qui passe, donc plus de débit égale plus de volume, puisqu'on se rappelle qu'il y a un lien direct entre volume et débit. Donc ici, on a atteint l'alarme de pression de crête. Alors vous voyez qu'elle était réglée assez basse, elle était réglée à 40, mon alarme de pression de crête. Mais on a atteint l'alarme de pression de crête et du coup, on n'a plus de délivrance du volume. Et qu'est-ce qui peut faire qu'on atteint l'alarme de pression de crête? Si on revient aux diapositives précédentes et aux deux cas que je vous ai montrés, une augmentation de pression de crête, c'est soit une augmentation de résistance des voies aériennes, soit une augmentation de compliance, soit les deux en même temps. Et ici, on ne peut pas savoir sur la diapositive que je vous montre si c'est une augmentation de résistance ou une diminution de compliance, ou les deux. Pour le savoir, il faudrait monter l'alarme de pression de crête pour voir si on a une augmentation aussi de la pression de plateau ou pas. Il n'est pas exclu qu'en plus il y ait une fuite dans le circuit. Mais typiquement, si on avait une fuite dans le circuit, on verrait plutôt les anomalies de courbe de débit expiratoire. Donc là, le primum movens de la problématique qu'il y a ici, c'est une augmentation des pressions dans le système des voies aériennes et qui est due soit à une variation de résistance, soit de compliance, soit les deux. Que faire quand ça arrive? Je vous ai mis ici tout l'écran du ventilateur, en mettant en rouge mon alarme de pression qui était réglée à 40. Et en général, le ventilateur nous dit pression haute, qui considère comme une alarme de haute priorité, puisqu'il va falloir régler le problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on se trouve devant cette situation? En tout premier, vérifions l'alarme de pression. Peut-être qu'elle est très basse pour une raison quelconque. Ensuite, il va falloir comprendre s'il s'agit d'une augmentation de résistance ou d'une diminution de compliance. Pour ça, il va falloir transitoirement monter l'alarme de pression pour qu'on voit la courbe de tout le cycle et qu'on puisse savoir s'il y a une augmentation de P crête associée à une augmentation de P plate ou au contraire seulement une augmentation de P crête sans augmentation de la pression résistive. Donc transitoirement, on va augmenter l'alarme de pression. Si on a des valeurs de pression massivement élevées, il va falloir transitoirement diminuer le volume courant pour des questions de sécurité, le temps de comprendre ce qui se passe, et puis il va falloir faire le diagnostic différentiel et régler la cause. Pendant le Covid, j'ai vu plus que jamais ce genre de choses.
sur les intubations sélectives en mettant les patients en ventrale. Et là, ça doit vraiment être une alarme, la pécrette qui monte chez le patient qu'on met en ventrale. Jusqu'à preuve du contraire, c'est une intubation sélective liée au mouvement de la sonde d'intubation quand on a repositionné le patient. Évidemment, après, il faut ausculter, voir si effectivement ça passe des deux côtés ou pas, repositionner le tube si c'est approprié, etc. Donc vraiment, quand on est dans cette situation, comprendre ce qui se passe, on s'autorise une augmentation transitoire des alarmes de pression, on baisse le volume courant si vraiment c'est la catastrophe et on prend en charge la cause. Voilà autre chose, de l'aide inspiratoire, pour changer un petit peu. L'autre mode qu'on utilise très largement chez nos patients. Donc si on décrit la courbe, comme on a fait tout à l'heure pour le VAC, cette fois c'est un mode en pression. Mode en pression, la pression délivrée au cours de l'inspiration est constante. Le débit est un débit de type décélérant, c'est lui qui va dépendre de la mécanique respiratoire du patient, ainsi que le volume qui lui est, encore une fois, directement relié. On a une phase inspiratoire, qui est la phase de pressurisation, et une phase expiratoire, qui est la phase passive, où le ventilateur va simplement laisser sortir l'air en fonction des forces rétractiles du poumon. Vous voyez, au passage, qu'il n'y a pas de pause à débit nul. On pourrait en mettre une, ça serait même d'ailleurs probablement pas une mauvaise idée. Mais par défaut, il n'y a pas de pause dans les modes en pression sur nos ventilateurs. Voilà. Donc, si on regarde un peu plus en détail la courbe de pression, on retrouve la pression délivrée, l'aide inspiratoire qu'on a réglée et la PEEP ici. Et on retrouve notre débit avec un débit de pointe qui dépend de la résistance dans les voies aériennes. La partie décélérante, dont la pente va dépendre essentiellement de la compliance, et puis le débit expiratoire, qui est le même que dans les modes en volume. Et puis ici, il y a quelque chose qui va souvent nous intéresser dans les réglages en aide inspiratoire. C'est le seuil de l'arrêt de cycle. Le seuil de l'arrêt de cycle, qu'est-ce que c'est ? En aide inspiratoire, le patient respire spontanément. C'est lui qui déclenche le ventilateur, c'est lui qui choisit sa fréquence respiratoire. En aide inspiratoire, on ne va pas régler la durée de l'inspiration sur un temps, comme on va le faire sur les modes en assisté contrôlé. En fait, la transition inspiro-expiratoire va dépendre de l'aspect de cette courbe de débit inspiratoire. Concrètement, en aide inspiratoire, le ventilateur analyse cette courbe de débit inspiratoire, repère et mesure le débit de pointe, regarde la décélération du débit de pointe, et lorsqu'un seuil qu'on a choisi, seuil par rapport au maximum, est atteint, par exemple 25%, ce qui est souvent la valeur par défaut sur les ventilateurs, le ventilateur considère que le patient a fini d'inspirer et passe en expiration passive. Donc c'est en analysant l'aspect de cette courbe et en se basant sur le seuil qu'on a choisi qu'on va passer d'inspiration à expiration. Alors ça va être important dans notre pratique par rapport aux problématiques d'asynchronie, parce que souvent les asynchronies de temps vont être une problématique de durée de la pressurisation du ventilateur par rapport à la durée du temps inspiratoire d'origine neurale du patient. En aide inspiratoire, le ventilateur, qu'est-ce qu'il nous dit ? Donc, on retrouve nos courbes qu'on peut monitorer. Il nous donne nos réglages, donc le niveau d'aide, l'arrêt de cycle, on en a parlé, et également la pente, donc la vitesse à laquelle on va pressuriser dans le système. Donc, on peut regarder nos réglages sur l'écran, les autres réglages sont en arrière sur ce ventilateur. Et on a du monitorage, comme en VAC, mais cette fois du monitorage qui se base sur la courbe de débit. Alors la forme de la courbe de débit, la valeur du débit de pointe, la pente, peuvent être utilisées pour monitorer la mécanique comme on le fait en VAC. C'est plus compliqué et en pratique clinique, ce n'est pas si facile à mon avis à utiliser. En pratique clinique, en aide inspiratoire et d'ailleurs en pression contrôlée, le plus utile, c'est de monitorer le volume. Parce que si le volume chute, c'est que la courbe de débit a changé et donc qu'il s'est passé quelque chose en termes de résistance ou de compliance. L'inconvénient,
c'est qu'une chute de volume dans les modes en pression, c'est soit une augmentation de résistance, soit une diminution de compliance. C'est beaucoup plus difficile de faire la part des choses entre les deux possibilités. Pas impossible, encore une fois, en regardant les courbes de débit, mais beaucoup plus compliqué. Et puis, en aide inspiratoire, ce qu'on va devoir monitorer avec notre ventilateur, en regardant nos courbes, c'est l'interaction patient-ventilateur. Voilà d'autres courbes de ventilateur, avec une question. Quel est le diagnostic ? Il y a des apnées, il y a des autodéclenchements, ou il y a des efforts inefficaces. La réponse, il y a des efforts inefficaces. Là. Et qu'est-ce qu'on voit si on regarde un petit peu plus en détail les courbes ? On voit qu'au cours de l'expiration, ici, on n'a pas du tout notre courbe en décroissance exponentielle comme on l'aurait usuellement. On a une augmentation ici transitoire du débit expiratoire qui retourne proche de 0 et ensuite qui rediminue pour retourner finalement à 0. Et de façon concomitante à cela, on a une dépression sur la courbe de pression. Dépression, comme si le patient générait une pression négative pour respirer. Donc ça, c'est un effort inefficace, c'est-à-dire un effort patient qui n'a pas été suivi d'une pressurisation du ventilateur. On dit des fois un effort non récompensé. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Il a fait un effort respiratoire, ses muscles ont généré une pression, il y a eu une dépression dans l'alvéole, dans la plèvre, mais ça n'a pas suffi à déclencher une pressurisation du ventilateur. On peut le voir en regardant les courbes de débit et de pression, comme illustré sur cette diapositive. Mais la façon la plus simple de détecter cette problématique chez nos patients, c'est de regarder en même temps le patient et le ventilateur. Parce qu'on voit les efforts patients, tous les efforts patients, avec les mouvements du thorax. Et quand le nombre d'efforts patients, en regardant le thorax, est plus grand que le nombre de pressurisations du ventilateur, c'est forcément des efforts inefficaces. Et c'est vraiment comme ça que quand on suspecte qu'il y a des efforts inefficaces, on peut le diagnostiquer. C'est probablement important, parce qu'on sait que plus il y a d'asynchronie, plus l'évolution des patients est mauvaise. Alors, la relation de cause à effet, on peut en débattre. Mais ce qui est sûr, c'est que les patients qui ont beaucoup d'asynchronie ont un plus mauvais pronostic en termes de durée de ventilation et de mortalité, et qui sont beaucoup plus inconfortables. Donc si on arrive à diminuer ces efforts inefficaces, c'est probablement un bénéfice pour notre patient. Pour arriver à les diminuer, il faut déjà les reconnaître, et pour les reconnaître, il faut bien regarder les courbes du ventilateur et le patient. Ils sont favorisés par quoi, ces efforts inefficaces ? Soit on a mis un trigger inspiratoire vraiment trop dur. Un trigger inspiratoire qui nécessite un tel effort du patient pour déclencher le ventilateur qu'il n'y arrive pas, parce qu'il a une faiblesse musculaire diaphragmatique. Alors ça, quand on le dit, tout le monde dit « Ah non, ça jamais chez moi. Moi, j'ai toujours des réglages de trigger optimaux et les plus sensibles possibles. » Quand on fait le tour du service, c'est le tour de tous les ventilateurs. Je vous assure, j'ai fait l'expérience plein de fois. Il y a plein de triggers inspiratoires très durs réglés. Et quand on demande pourquoi, on nous dit « Ah oui, non, mais il était désynchronisé. » Donc c'est une vraie problématique et ce n'est pas forcément nous qui avons changé le trigger. Des fois, c'est quelqu'un d'autre pour une bonne ou moins bonne raison, mais c'est un truc à vérifier. Parce que de temps en temps, les efforts inefficaces, c'est un problème de réglage de trigger. Plus souvent, c'est lié au patient et ou au réglage du ventilateur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui va générer des efforts inefficaces ? Il y a tout ce qui va générer de l'hyperinflation. Parce que l'hyperinflation, ça génère de l'autopipe. On en a parlé tout à l'heure. De la rétention gazeuse dynamique. Et si on a de l'air qui est resté dans l'alvéole en fin d'expiration, pour déclencher le ventilateur, il va d'abord falloir compenser l'autopipe pour se remettre à niveau 0 par rapport au trigger du ventilateur. Donc il va falloir faire un effort suffisant pour compenser l'autopipe et ensuite déclencher le ventilateur. Et ça, c'est finalement la cause principale des efforts inefficaces, c'est l'hyperinflation. Et l'hyperinflation dynamique, elle peut être liée à quoi ? Elle peut être liée à trop d'assistance, trop d'aide
grand volume courant chez un patient qui a une bonne compliance, beaucoup de volume à réexpirer au prochain cycle respiratoire, rétention gazeuse, effort inefficace. C'est le plus fréquent en fait. Et ça, la surassistance, c'est aussi une vraie problématique chez les patients ventilés en aide. Puis après, c'est peut-être lié à la mécanique respiratoire du patient elle-même. Un patient qui est obstructif, qui a du bronchospasme et qui va avoir de la peine à expirer parce qu'il a une augmentation des résistances expiratoires. Alors ça aussi, ça va générer de l'hyperinflation. Et là, évidemment, que la seule solution, ou une des seules solutions, c'est d'arriver à réverser la problématique du bronchospasme. Et l'autre cause fréquente, ou en tout cas réglable, d'effort inefficace, c'est un arrêt de cycle, un seuil d'arrêt de cycle réglé à une valeur trop basse. Parce que si on met une valeur basse, en particulier chez les obstructifs, on va prolonger la pressurisation du ventilateur au détriment de la phase expiratoire. Donc on va favoriser l'hyperinflation puisque le patient n'aura pas le temps de se vider correctement. Donc quand il y a des efforts inefficaces, il faut monter la valeur d'arrêt de cycle, passer par exemple de 25 à 35 ou 40% pour ouvrir la valve du ventilateur plus tôt et favoriser la durée de l'expiration pour arriver à expirer un maximum de l'air qui est rentré à l'inspiration précédente. Donc, quand on a des efforts inefficaces et qu'on les a reconnus, pensez à aller vérifier votre trigger inspiratoire. C'est facile à faire et c'est pas si rare qu'il y ait un problème à ce niveau-là. Réfléchissez au niveau d'assistance de votre patient. Est-ce qu'il est surassisté? Si oui, ça vaut la peine de baisser le niveau d'assistance. Est-ce qu'il est obstructif? Et puis, est-ce que j'ai réglé mon arrêt de cycle de façon optimalisée ou pas? Un mot encore sur la surassistance et la baisse des niveaux d'aide. Quand on va baisser l'aide d'un patient qui est normopnéique, fréquence respiratoire normale, qui avait des efforts inefficaces, qu'est-ce qui va se passer sur la fréquence respiratoire? Elle va augmenter, parce qu'en baissant le niveau d'aide, on va diminuer la surassistance, on va diminuer l'hyperinflation, on va diminuer ou enlever les efforts inefficaces, donc tous les cycles vont être déclenchés. Donc la fréquence respiratoire du patient, celle qu'on voyait sur le thorax, ça sera toujours la même. Mais celle qu'on voit sur le ventilateur, elle peut paradoxalement augmenter. Il ne faut pas s'avouer vaincu trop vite. Si le patient n'est pas en détresse respiratoire, même s'il est passé de 15 à 22 ou 25 de fréquence resp quand on a baissé l'aide, ce n'est pas forcément du coup qu'il est sous-assisté. S'il avait les efforts inefficaces avant, c'est simplement qu'on a réglé le problème. Ça, c'est un message important à retenir. Donc, que faire? Je l'ai dit, vérifier la sensibilité du trigger, adapter le niveau d'aide, plutôt le baisser, évidemment sans mettre le patient en sous-assistance, limiter la rétention gazeuse au maximum possible, traiter l'obstruction, modifier l'arrêt de cycle et peut-être essayer de titrer la pipe pour favoriser le déclenchement si on n'a pas réussi à supprimer l'hyperinflation. Une autre situation, que se passe-t-il? Il y a encore des efforts inefficaces. Il y a des cyclages tardifs, il y a des doubles déclenchements uniquement, ou il y a des doubles déclenchements et des cyclages prématurés. La réponse, il y a des doubles déclenchements et des cyclages prématurés. Alors, double déclenchement sur le deuxième cycle, cyclage prématuré, très certainement sur le quatrième. Qu'est-ce que c'est que ces asynchronies? Donc le double déclenchement, deux pressurisations consécutives avec une courte période de temps entre les deux. C'est des sortes de cycles courts rapprochés les uns des autres. Les cyclages prématurés, c'est des cycles courts. Par définition, c'est des cyclages pour lesquels le temps de pressurisation du ventilateur est plus court que le temps inspiratoire neural, donc que l'inspiration propre du patient. On arrive facilement à voir les doubles déclenchements à l'écran du ventilateur. Ça saute aux yeux. Les cyclages prématurés, c'est beaucoup plus compliqué. Alors on peut regarder des petits détails de variation des courbes de débit et de pression. Très sincèrement, à l'échelle qu'on a sur les écrans de ventilateur, c'est pas simple. Par contre, on arrive à suspecter la problématique quand on voit des cycles qui ont l'air tout courts et puis de temps en temps des doubles déclenchements, parce que les deux problématiques sont souvent associées. Et quand est-ce qu'on va rencontrer ça?
On va rencontrer ça chez des patients qui ont une commande inspiratoire très intense, qui font une grande demande et qui déclenchent vraiment 2 fois à la suite le ventilateur parce qu'ils n'ont pas fini de respirer. Et on va voir ça fréquemment dans la mécanique respiratoire restrictive. Pourquoi ? Parce que dans la mécanique restrictive, on va avoir rapidement une décroissance de la courbe de débit inspiratoire que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on va atteindre précocement le seuil qu'on a réglé pour l'arrêt de cycle et on va passer en expiration. On a vu ça énormément chez les patients Covid sur les périodes où on les passait en aide. Parce qu'ils étaient encore très restrictifs, ils avaient des demandes respiratoires encore élevées, ils font souvent plein de doubles déclenchements et de cyclage précoce. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Essayer de moduler la commande respiratoire, plus facile à dire qu'à faire, parce que parfois ça passe par la resédation. Et ce qu'on peut faire sur nos ventilateurs, c'est varier l'arrêt de cycle. Alors cette fois dans le sens inverse que tout à l'heure. On ne va pas augmenter le seuil pour raccourcir la durée d'inspiration du ventilateur, mais on va abaisser le seuil à des valeurs parfois très basses, chez ces patients Covid en aide, peut-être 5%, 10%, pour essayer de prolonger au maximum le temps de pressurisation du ventilateur et de s'adapter au temps inspiratoire propre du patient. Puis après, quand ça n'a pas suffi, on peut encore jouer sur la pente de pressurisation, conceptuellement plutôt baisser la pente pour prolonger au maximum la durée de l'inspiration, mais vu que la variation de la pente varie aussi la commande respiratoire, ce n'est pas toujours facile à prédire ce qui va se passer quand on touche la pente. En tout cas, là encore, l'important c'est de détecter le problème, de réfléchir au pourquoi, de réfléchir à qu'est-ce que je peux régler sur mon ventilateur, et puis en particulier diminuer l'arrêt de cycle, exclure une frange sous assistance cette fois qui ferait une augmentation de la commande respiratoire, et puis modifier la pente, on peut toujours essayer. Une autre question, que se passe-t-il ici ? Pardon. Une asynchronie patient-ventilateur, comme on en a vu sur les diapositives précédentes, un temps expiratoire court, une augmentation de résistance expiratoire ou une fuite dans le circuit. Ça, c'est des courbes qu'on voit moins souvent, qu'on a vu plus souvent ces derniers temps avec des filtres mis partout sur les branches expi des ventilateurs. Qu'est-ce qui se passe si on commence par observer la courbe ? Toujours la même démarche. J'ai des courbes, elles sont bizarres. Qu'est-ce qui est bizarre ? Quel est le diagnostic différentiel ? Donc là, il y a 2 choses bizarres. Déjà, il y a une courbe de débit expiratoire qui ne revient pas à 0. Donc il y a de la rétention gazeuse, comme on l'a vu dans d'autres exemples. Puis en plus, il y a une courbe de pression, on est en aide inspiratoire, qui est franchement pas normale. Usuellement, la courbe de pression, à la fin de l'inspiration, elle revient à la valeur de la pipe, de façon rapide et linéaire. Et là, vous voyez qu'elle ne revient pas, ou très très tardivement, à la valeur de la pipe, en diminuant progressivement. Donc il y a une pression des voies aériennes qui est augmentée pendant toute l'expiration. Ce qui fait qu'on a l'impression, si on regarde que la courbe de pression, qu'il n'y a pas de phase expiratoire, ou presque pas de phase expiratoire. Et ça, c'est quoi ? Ça, c'est une augmentation de résistance expiratoire, une augmentation importante de résistance expiratoire, et en général, c'est des problèmes de circuit. Le problème de circuit classique, c'est le filtre sur la branche expiratoire qui est plein d'eau. Ça, évidemment, c'est très embêtant, parce que vous imaginez bien qu'entre la rétention gazeuse ici et le fait que cycle après cycle, le patient ne se vide plus, si on laisse ça évoluer dans le temps, on va finir par augmenter massivement la pression dans les alvéoles en fin d'expiration et finalement arriver jusqu'au barotrauma. Alors ça, on le voyait en faisant des aérosols, notamment d'antibiotiques, qui nous bouchaient les filtres. Moi, je ne l'avais pas vu souvent sur les circuits de ventilateurs standards, mais je l'ai vu là quelques fois sur ces filtres sur les branches expiratoires mis pour des raisons de contamination qui de temps en temps se saturent en eau. Donc quand on voit ça, la première suspicion, c'est le problème du filtre expiratoire, on l'enlève, on en met un autre, et la plupart du temps, ça règle le problème. En conclusion, les courbes du ventilateur sont riches en informations.
Les courbes du ventilateur doivent être analysées, monitorées. L'examen des courbes permet, entre autres, de détecter la rétention gazeuse dynamique, la présence, l'intensité d'un effort patient, la courbe de débit en VAC, ça c'est vrai pour les modes en volume, les variations de résistance et de compliance, courbe de pression en VAC essentiellement dans notre pratique clinique, les efforts inefficaces et les autres asynchronies, en regardant à la fois ensemble les courbes de débit et de pression, et, au premier coup d'œil, pour autant qu'on y pense, les augmentations de résistance expiratoire sur les circuits qui doivent induire une réaction rapide de notre part. Voilà un petit peu ce que je voulais discuter et volontiers à disposition s'il y a des questions.